Et si la chimie moderne n'était pas née dans un laboratoire européen du XVIe siècle, mais bien plus tôt, il y a 1000 ans, dans les écrits d'un médecin persan. C'est l'histoire incroyable d'Al-Razi, un homme qui se tenait juste à la frontière entre deux mondes. Quand on pense à l'alchimie, on imagine tout de suite la magie, les symboles mystérieux, les quêtes un peu métaphysiques. Et puis, de l'autre côté, il y a la chimie. Les blouses blanches, la rigueur, les manuels scientifiques, on dirait vraiment deux univers que tout oppose. Mais voilà la question. Et si cette séparation si nette était en fait assez récente? Et si les véritables fondations de la chimie qu'on connaît aujourd'hui avaient été posées il y a plus de 1000 ans par quelqu'un que l'histoire a justement catalogué comme un alchimiste? C'est exactement ce qu'on va explorer. On va plonger dans ce paradoxe, dans ce secret vieux de 1000 ans qui se cache à l'intérieur de ce qui ressemble, à s'y méprendre, au tout premier manuel de laboratoire moderne. Alors, de qui parle-t-on? Eh bien, il s'agit d'Abou Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Mais, attention, mettons l'alchimie de côté juste une seconde. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut d'abord le rencontrer dans son domaine de prédilection, là où il était une véritable légende, la médecine. Sa renommée était immense. Regardez cette image. On est en Allemagne au XVIIe siècle et on le sculpte à côté des plus grands noms de la médecine, Galien et Hippocrate. Pour l'Europe de l'époque, ce n'était pas un sorcier, non. C'était l'un des piliers de la science médicale. Et sa vie, c'était quelque chose. Une productivité absolument folle. Il est né vers 865 en Perse, dans une ville qui était un véritable carrefour du monde à l'époque. Il a dirigé de grands hôpitaux, il a écrit plus de 200 livres, une vie entière vraiment dédiée au savoir. Et ses contributions à la médecine sont tout simplement fondamentales. C'est lui, par exemple, le premier à avoir fait la distinction scientifique entre la variole et la rougeole. C'est une avancée clinique énorme pour l'époque. Il a aussi beaucoup insisté sur l'hygiène dans les hôpitaux et surtout, il n'avait pas peur de remettre en question les dogmes des grands maîtres. C'était un esprit critique, un observateur hyper méticuleux. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, qu'on a vu le médecin rigoureux, passons à l'autre facette du personnage. Ouvrons son fameux livre d'alchimie, le Kitab al-Asrar, ou le livre des secrets. Dès l'introduction, Al-Razi nous dit quelque chose de très personnel. Il sent que sa fin est proche et il écrit ce livre pour son élève. Et là, on est à l'opposé du cliché de l'alchimiste qui garde jalousement ses secrets. Lui, son but, c'est de transmettre son savoir de la manière la plus claire possible. Ce n'est pas un grimoire, c'est un guide pratique, un véritable héritage. Et quand on regarde comment le livre est organisé, c'est juste bluffant de modernité. C'est simple. D'abord, étape 1, il classe toutes les substances chimiques qu'il connaît. Ensuite, étape 2, il liste tout l'équipement dont on a besoin. Et enfin, étape 3, il donne les procédures, étape par étape. Franchement, ça ne vous rappelle pas un manuel de chimie d'aujourd'hui? Et ce n'est pas une interprétation moderne, attention. Les historiens s'en sont rendus compte il y a longtemps. Dès 1927, un certain Henry Stapleton décrivait ce livre comme une classification systématique de faits observés, vérifiés et surtout écrits dans une langue claire, sans mysticisme ni ambiguïté. Et c'est ça le point clé, on est dans la science, pas dans l'ésotérisme. Il faut aussi comprendre qu'il avait un avantage énorme, sa localisation. Il était en plein cœur de la route de la soie. Ça veut dire que son labo avait accès à des produits chimiques qui venaient de partout, de Chine, d'Inde, d'Europe. C'était un peu le supermarché mondial de la chimie, mais au Xe siècle. Et quand on regarde sa classification des produits, c'est d'une précision incroyable pour l'époque. Il divise les minéraux en 6 grandes familles. Les esprits, qui sont les substances volatiles, les métaux, les pierres, les vitrioles, les borax et les sels. Et souvent, il précise même d'où ils viennent. C'est un travail de chimiste, bien sûr, mais aussi de naturaliste. Alors, venons-en aux faits. C'est quoi ces fameux secrets? Eh bien, oubliez tout de suite les formules magiques pour changer le plomb en or. Ce qu'on trouve dans ce livre, ce sont des techniques de chimie très, très pratiques. Allez, un exemple concret. Pour certaines expériences, il avait besoin d'une chaleur douce, mais constante, pendant des semaines. Sa solution, l'incubation dans du fumier. Ça peut faire sourire, mais en réalité, c'est une technique géniale pour contrôler très précisément une variable essentielle, la température. C'est ni plus ni moins qu'un incubateur low-tech de haute précision. Et si on lisait un extrait d'une de ces procédures? Je cite « Prends du soufre ou de l'arsenic, puis broie-le avec du vinaigre de vin, qui contient un quart de sel kali, et fais-le rôtir une nuit sur un feu doux. » Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une allégorie, ce sont des instructions de laboratoire, claires, précises, reproductibles. Voilà, ce n'est pas une incantation. C'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui une procédure opérationnelle standardisée, un SOP. C'est tout simplement la base de tout travail scientifique sérieux en laboratoire. Et quand on regarde en détail, tout y est, vraiment. Les proportions sont précises, les températures sont contrôlées, les durées sont spécifiées, il y a des indicateurs clairs pour savoir quand la réaction est terminée, et il y a même des consignes de sécurité. Par exemple, il conseille de faire certaines manips dans le désert pour évacuer les fumées toxiques.
C'est la naissance de la méthode scientifique expérimentale. Alors face à tout ça, on est bien obligé de se dire qu'il faut peut-être réécrire un petit bout de l'histoire de la chimie. L'héritage d'Al-Razi est bien plus important que ce qu'on pense généralement. En général, dans les livres d'histoire des sciences, on dit que le premier vrai manuel de chimie, c'est l'ouvrage Alchemia d'Andreas Libavius, publié en 1597. C'est une date un peu officielle, une référence. Ok, mais regardons de plus près. À gauche, Al-Razi, vers 920. À droite, Libavius, en 1597. La structure de leur livre est quasiment la même. D'un côté, substance, équipement, procédure. De l'autre, instrument, opération, préparation. C'est la même logique, la même approche systématique, mais avec presque 700 ans d'écart. C'est énorme. Et en fait, ce n'est pas une coïncidence, on peut tracer une ligne presque directe. Le livre d'Al-Razi a été traduit en latin. Il a circulé dans toute l'Europe pendant le Moyen-Âge, il a influencé des générations d'alchimistes et de penseurs, et donc cette approche systématique, elle a fait son chemin, elle a été reprise, et elle est devenue la norme dans les textes qui ont fondé la chimie moderne. Et cette idée que la vraie alchimie était de la chimie, ce n'est pas juste une vision d'historien. Écoutez ce que disait Justus von Liebig, un des pères de la chimie organique au XIXe siècle. Il disait que l'alchimie n'a jamais été quelque chose de différent de la chimie. Pour lui, l'erreur, c'est de tout réduire à cette quête un peu folle de l'or. Finalement, l'histoire d'Al-Razi, c'est un rappel puissant. La science, c'est une longue histoire, construite sur les épaules de géants qu'on a parfois un peu oubliés. Le grand secret de son livre, ce n'était pas une formule magique, c'était une méthode scientifique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres secrets de la science moderne sont en fait bien plus anciens, cachés quelque part dans les pages de l'histoire, et qui attendent juste qu'on les redécouvre ?